Une question que je voudrais poser à Monsieur Geoffrey. Vous avez défini les services de renseignement comme étant la somme d'informations destinées à l'autorité politique et militaire en vue d'une décision. Est-ce que vous avez, dans vos travaux, trouvé des cas où les rapports sont nettement orientés pour que le pouvoir politique ou militaire prenne une décision qui soit favorable à un groupe d'intérêts, soit l'ensemble des pieds noirs du lieu, soit d'autres intérêts plus complexes? C'est-à-dire, est-ce que vous avez rencontré des cas de manipulation des services de renseignement qui truquent l'information et les renseignements qu'ils fournissent pour obtenir une décision dans un sens ou dans un autre? Exactement. Alors, les services de renseignement, c'est une véritable nébuleuse. Chacun a ses particularités. J'essaierai de vous répondre très brièvement. Premier défaut, surtout quand le deuxième bureau perd sa structure pour cause de guerre d'Indochine, il ne reste plus que quelques spécialistes. On va dans le sens du vent. C'est-à-dire qu'on veut tranquilliser le gouverneur général d'Algérie, le général commandant de la 10e RM, et on minore les faits. Alors qu'un autre service qui est indépendant, qui est le SLNA, donne un autre son de cloche. Il y a donc, je dirais que le service de renseignement est un service à géométrie extrêmement variable. Le gros défaut, c'est souvent, quand on a à la tête d'un service de renseignement comme deuxième bureau, un colonel Béni Oui qui est en ce qu'on appelle en prurite d'étoiles, c'est-à-dire qu'il se gratte sa manche pour voir si la deuxième étoile va apparaître brutalement, on n'en tirera pas grand-chose. Qui vous explique les surprises de 1954, le plus retardataire, c'est vraiment le deuxième bureau qui veut tranquilliser, alors que le SLNA, lui, alerte, les RG aussi, la DST aussi, à moindre mesure le SDEC. Je n'ai pas trouvé en revanche, chez les militaires qui sont au-dessus de ça, je pense, une propension à favoriser un lobby, comme on le dirait maintenant, notamment dans le domaine économique. Ils ont plutôt tendance, parfois, il faut faire attention, à estimer que le fait de brûler une récolte, c'est menacer la firme Bastos, par exemple. Donc, c'est très difficile, ce n'est qu'après des années et des années d'expérience qu'on commence à savoir lire. Et le plus intéressant, et c'est surtout valable pour la guerre d'Algérie, le général Salan et le général Chal avaient cette habitude de lire les synthèses qu'on leur donnait, mais y réclamaient les contre-exemples. Et ce sont surtout ceux-là qui lisaient. C'est-à-dire que tel officier de tel régiment envoyait un compte-rendu qui n'avait rien à voir avec la langue de bois officielle. Jean-Pierre Peroulou. Moi, je pose deux questions très vite à Jean-Charles Geoffrey. À propos justement de ce que vous avez dit, je crois qu'il faut bien distinguer l'algérois de l'oranais du constantinois. Je crois que dans le constantinois où moi j'ai vécu, bon, et Harvey pourra me contredire éventuellement, dans le constantinois, la couverture est beaucoup plus difficile que dans l'algérois ou dans l'oranais. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque, c'est que ce ne sont pas les mêmes hommes et ce ne sont pas les mêmes structures. Et comme tout à l'heure l'a dit M. Peroulou, la vie politique n'a pas du tout la même texture non plus. On pourrait s'étendre longuement là-dessus. Troisièmement, il y a quelque chose de tout à fait important, c'est qu'on doit remettre toute cette vie politique de l'Algérie entre 1945 et 1954 dans un contexte maghrébin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de 1948, la Libye est devenue indépendante. Ça veut dire qu'à partir de 1946, la Tunisie, avec Bourguiba, va poser la question de son indépendance, d'abord au sein de la Ligue arabe et ensuite au sein des Nations unies. Ça veut dire qu'à partir de 1949-1950, le Maroc même s'agite. Bon, sans doute que l'action
administrative ou l'action politique du général Juin d'abord, du général Guillaume ensuite, ils sont pour quelque chose. Mais je pense personnellement, Geoffrey, je crois qu'on ne peut pas isoler ces différents faits. Je voudrais rappeler là ici la remarque qui m'avait été faite naguère par l'ancien secrétaire général de la résidence à Tunis, Charles Sommagne, historien s'il en est, et administrateur et politique, puisque c'est lui qui a négocié les accords de 54-56, à la fois avec Mendes France et avec Bourguiba en 56. Alors, il disait une chose: tout ce qui arrive en Tunisie a des échos dans le Constantinois et au-delà dans l'Algérois. Et le dernier point que je voudrais rappeler, en 1952, j'étais en train de travailler sur ma thèse et j'ai eu la chance d'aller à la conservation des hypothèques où j'ai pu ouvrir le dossier Mokrani, séquestre Mokrani. Et il me fallait l'autorisation. J'en parle à Charles-André Julien qui me dit: je vais vous donner un mot pour monsieur De Greef, qui est le directeur de cabinet, le sous-préfet De Greef, qui est le directeur de cabinet de Roger Léonard. Je vais donc au gouvernement général, là-bas, à Alger, et je me présente à De Greef. Et De Greef me dit: oui, je reçois une demande du conservateur des hypothèques de Constantine pour le séquestre de Mokrani. Monsieur, vous n'aurez jamais, heureusement que j'avais déjà utilisé tous les documents, et donc je me foutais éperdument de son autorisation, vous n'aurez jamais ces documents, vous les foutre la merde et le bordel, vous avez de la dynamite et vous les jetez dans l'opinion publique, je vous interdis d'utiliser cette documentation. Et quand je lui ai fait remarquer que les documents avaient plus de 50 ans d'âge, il m'a dit: je m'en fous, je fais ce que je veux. Alors ça veut dire simplement ceci, c'est que l'administration française, je mets Chenapart, qui est un homme intelligent et habile, mais l'administration française était aveuglée. Simplement, tout ce que vous avez dit, évidemment, c'est exact. Et dans ma longue communication, vous verrez qu'il y a des références constantes à la décolonisation, à une solidarité maghrébine qui était vraie à l'époque. On ne sait pas l'union du Maghreb arabe, ça. Elle était vraie. Et pas seulement aussi dans les étudiants musulmans en France. Il y avait une écoute de tout ce qui se faisait, y compris de la Ligue des États arabes. Je prendrai un exemple. Le 8 mai 1945, la Voix des Arabes au Caire appelle à l'insurrection générale en Algérie. Et les services de renseignement vous montrent l'écho, vous imaginez, 10 ans après les événements, entre guillemets, du Constantinois, ce que ça peut avoir en 1954, la défaite de Dien Bien Phu. Donc effectivement, il faut tenir compte de tout ceci. Et même, j'irai encore plus loin, dans les documents que je reproduis, il est faux de dire, et ça traîne dans beaucoup de livres, que le contingent est arrivé en 1956, mais non, d'abord il est déjà sur place, mais également les premiers renforts, 11e division d'infanterie, 14e division d'infanterie, sont à destination au mois d'août 1954 pour la Tunisie et l'Algérie, et notamment Soukaras et les Aurès, où on a vu des interactions entre, je cite, les félagas tunisiens et les premiers félagas algériens reconnus par les militaires. Voilà. Oui, juste une réponse très très précise sur la question du renseignement. Je crois, ce qu'il manquait en novembre 1954 pour les renseignements généraux, je ne parle pas pour la DST ou le SDEC, c'était la centralisation du renseignement. C'est du moins l'avis de Roger Le Doussal, qui était à cette époque-là commissaire à Bonn, qui est ensuite commissaire à la direction centrale des renseignements généraux, puis ensuite directeur des renseignements généraux, puis ensuite directeur de l'IGPN. Et à son avis, lui, quand il voit ça sur l'angle du technicien de la police, ce qu'il manquait, c'était un homme aux côtés de Jean Vaujour pour centraliser le renseignement, justement faire la part entre le mari de la concierge Madi et puis de véritables informations et les recouper. Voilà ce que je peux vous apporter comme réponse d'un technicien qui n'est pas ma réponse à moi. D'arrêter 11 heures. Il faut décider, monsieur le président de séance. Bon, deux questions. Une question à Jean-Pierre Péroulot.
À propos des élites traditionnelles que vous avez citées, l'Akhdari en particulier, le docteur l'Akhdari, je voudrais que vous précisiez, parce qu'il y a un moment où le couple docteur Benjelloul, docteur l'Akhdari, se fait remplacer par un nouveau couple, Farhat Abbas et docteur Saadan. Ça se passe exactement dans la période où vous parlez, c'est-à-dire dans la période de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant cette période, effectivement aussi, beaucoup d'élus locaux dans le nord constantinois, en raison même des troubles qui interviennent à l'intérieur de l'administration française, du fait du remplacement des effectifs de l'administration et parfois même de l'armée par des éléments proches du gouvernement de Vichy, donc vont changer le système des clientèles. Donc une partie des anciens élus locaux, particulièrement des Shuyukh Jma'a, des conseils de Jma'a, vont changer d'alliance. C'est-à-dire le système clientélaire est en train de basculer. Il y a une déstabilisation. Et effectivement, on va se rendre compte qu'une partie des gens qui vont être mis à l'écart pendant cette période, qui a été très mal étudiée, sauf que maintenant on commence à rentrer dans ce qui a été le gouvernement de Vichy en Algérie, dans le dernier livre de Madame Ray, ici présente à côté de moi. Donc en fait, on va se rendre compte qu'il y a un double mouvement à l'intérieur des anciennes fédérations des élus, à l'échelle locale, au niveau du nord constantinois, de remplacement des anciennes élites par de nouvelles élites. Deuxièmement, comme vous l'avez signalé, il y a un déplacement aussi de la dominance à l'intérieur des AML depuis les anciens élus vers le PPA. Et donc, il y a une coalition qui est en train de se mettre en place à ce moment-là avec les Amis du Manifeste et de la Liberté, qui est la première organisation de masse dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, plus d'une centaine de milliers d'adhérents. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui va être la configuration du 8 mai 45. On va se rendre compte qu'une partie de ceux qui ont été triés sur le volet pour être des représentants locaux au sein de l'administration française vont être impliqués dans l'insurrection du 8 mai 45. Ça, c'était un premier point qu'il va falloir peut-être mettre en évidence. Un deuxième point à propos de l'intervention de Jean-Charles Geoffrey. Je crois qu'entre 1947 et 1953, les éléments de l'OSS sont tenus de ne pas intervenir dans des opérations à caractère armé. Ils se préparent pour quelque chose d'autre. Alors, les événements dont vous avez fait mention, il me semble qu'il faut peut-être aller un peu plus en détail pour voir ce qui relève effectivement du fait divers et ce qui relève peut-être d'opérations, je n'ai pas tous les éléments d'information sur le nord constantinois, menées par des éléments locaux, mais pas par ceux qui sont en train de préparer le novembre 1954. Merci. Simplement, oui, abonder dans votre sens, il y a des mouvements que j'appelle liés à l'ex-PPA, et puis la structure très cloisonnée qui explique que les renseignements ne voient pas, sous-estiment ce que fait le FLN. Et brutalement, quand ils se découvrent, peut-être 400, 500 hommes vont se retrouver multipliés par 2, par 3, par 4, d'abord par les bavures policières, l'opération Orange Amère, mais ces gens qui étaient en espérance d'eux et qui spontanément m'ont mené des actions qui n'étaient pas coordonnées. Donc voilà quelle est l'origine. Il y a une double origine pour comprendre les accroissements extrêmement sensibles en novembre, décembre 54 et janvier 55 du FLN. Après, il y aura un creux jusqu'aux premières mesures évoquées par Claire Moscopo, les premières mesures qui vont servir de sergent recruteur à la Libération nationale, mai 55, mesures du général Parlange dans la région des Oresh, du Menchta,
ces premières représailles collectives. Et ensuite, au mois de juin, le général Allard prendra la même disposition sous couvert du général Ferrière, c'est-à-dire représailles collectives, grands spectacles, corvées de bois, etc. Donc l'engrenage est enclenché. Et dans ce sens, on peut dire qu'avant le 20 août 1955, on devient le premier sergent recruteur de l'ANL. Enfin, on, c'est-à-dire la France. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Daoud Djerbal. En effet, sur ce déplacement de clientèle, disons, d'une première vague d'élus de la Fédération des élus du Constantinois à une deuxième vague. Et ceci affecte l'ensemble de la hiérarchie, du sommet, hein, les sommets étant Benjeloul déclassé à partir de 1943 au profit d'Abbas, jusqu'à la base, c'est-à-dire jusqu'à des hommes de deuxième ou de deuxième rideau, moi je dirais, comme Lardari, hein, pas la même envergure, pas la même surface politique que Abbas, bien sûr, ou bien que Benjeloul, donc il y a une volonté de la part des anciens, c'est ce que j'expliquais en effet, de freiner l'arrivée localement d'hommes nouveaux, de protéger des positions. On peut dire exactement la même chose du côté européen. Tutoli, certes, il est âgé, 80 ans, doyen de l'Assemblée constituante, mais cède la place à Gaston Leu comme étant le grand homme politique du Constantinois en 1945. Si l'amnistie est possible, c'est grâce à Gaston Leu et au docteur Ben Salem, et grâce à leur alliance politique, et avec l'accord du préfet de l'époque, Petitbon. Mais je crois que c'est très important cette affaire-là, parce que quand on étudie l'Algérie, on fait une histoire politique de l'Algérie. Bon, je crois qu'on est assez au point aujourd'hui là-dessus. Il faut faire une histoire sociale du politique et une histoire anthropologique du politique. Parce que les idées, c'est une chose, bien sûr, mais les structures de la société, c'en est une autre. Il ne s'agit pas de sous-estimer la sincérité des idées assimilationnistes d'Abbas ou de Benjeloul au début, puis ensuite la volonté de rupture des uns ou des autres. Mais je crois qu'il faut partir des réalités sociologiques, sociales existantes, et peut-être partir, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon petit exposé, de l'article de Mohamed Harbi dans Nart, il y a 2 numéros, c'est ça, Daoum me corrigera, sur le clientélisme, c'est-à-dire de partir de ces réalités-là. Hein, et il me semble que cela est riche, et notamment quand on étudie le 8 mai 1945, on se pose toujours la question qui c'est AML, PPA ou Lama. C'est pas le problème, ça. Le problème, c'est quelles sont les structures sociales, quelles sont les clientèles. Pour prendre un exemple combien les choses sont confuses, Lardari n'est pas membre des AML, naturellement, bien qu'au début, il signe le manifeste. Mais les membres de son clan, Salah Ben Sassi, par exemple, adhèrent aux AML. Donc, vous voyez, les choses sont assez complexes et il faut partir de ces configurations-là. Alors, le problème, pour partir de ces configurations-là, c'est où? Avec quelles archives, naturellement? Je crois qu'il y a plusieurs sources possibles. Côté français, les dossiers de colonisation. Vous en avez parlé, les dossiers du SLNA qui me semblent quand même extrêmement bien faits et dont on dispose d'un registre nominatif. Et puis, les archives algériennes, on trouve des choses importantes à Guelma, à Constantine, là-dessus. Notamment, par exemple, les archives de la PRG de Guelma ne se situent pas en France, se situent à la wilaya de Constantine. Poser la même question en fait à Claire Copeau et à Claire Moscopo et à Jean-Pierre Peroulou. C'est la même question à partir de deux réceptions différentes. C'est-à-dire, j'ai pas eu la même impression en écoutant chacun de vos papiers, mais c'est une question de position historiographique. C'est pour ça que c'est la même. La différence, c'est que je connais bien, je crois, le travail antérieur de Claire et je vous vois et je vous pour la première fois. Je ne connais pas votre travail. Pour vous, Monsieur Peroulou, vous venez de répondre partiellement à la question, c'est-à-dire, moi je suis aussi une grande militante de l'histoire sociale et anthropologique, maintenant, au-delà de l'histoire politique. Et je viens d'entendre une seconde fois, vous ne citez que des archives. Est-ce que pour avoir cette connaissance vraiment impressionnante de la politique locale,
vous allez sur le terrain parfois et vous écoutez des témoignages. Est-ce que ça se passe aussi par personne interposée puisqu'il y a encore des survivants, ou est-ce que c'est uniquement une question d'archives? Et ce n'est pas une critique, c'est vraiment pour savoir. Alors pour Claire, j'ai une sorte de malaise en t'écoutant, parce que c'est la question, c'est l'autre bout de la production historique, c'est-à-dire, j'ai pas compris ce que tu voulais montrer. Attends, ne réponds pas tout de suite. J'ai pas compris ce que tu voulais montrer. Et bon, on a parfois parlé de ce travail ensemble déjà, etc. Donc c'est pas un terrain aussi vierge qu'avec vous. Voilà, je voudrais cette différence ténue, autrement dit, sur le sujet qui est celui quand même de ce colloque dans son ensemble, c'est-à-dire l'opposition, la différence, etc. entre histoire, mémoire. J'ai pas compris du tout, et jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu voulais faire entre la mémoire et l'histoire? Oui, je veux bien y répondre, oui. Bon, j'ai travaillé bien sûr sur les... Bon, je fais un travail en gros pour expliquer les choses, où le 8 mai 45 joue un rôle important, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas, si vous voulez, le récit du 8 mai 45. Ce que je voudrais comprendre, c'est comment le système colonial réagit quand il est mis à l'épreuve d'une volonté de réforme du côté français, hein, bon, l'ordonnance de 44, etc., et quand il est mis à l'épreuve par la poussée, comme le disait Dao, d'un mouvement national naissant et très important. Alors, la question des archives, bon, les archives peuvent être des archives traditionnelles, des archives françaises, hein, CAOM, moins le chat parce que M. Geoffrey est passé par là bien avant moi, et donc il a quand même publié beaucoup de choses dessus. Et puis, donc essentiellement les archives d'outre-mer, quelques autres archives secondaires, et puis, oui, bien sûr, les archives algériennes. Alors, en Algérie, je crois qu'il y a deux choses. Soit, il me semble assez difficile de travailler à Alger, hein, pour ne pas dire impossible. En revanche, là où les choses... C'est compliqué. Bon, passons. Voilà. En revanche, localement, je crois qu'il est beaucoup plus... La législation pour les étrangers, pour les Algériens, n'est pas la même en matière d'archives, mais il y a, vous savez, la législation et la législation, et il y a les relations de personnes. Donc, localement, on peut avoir de très bons contacts, et j'ai pu travailler sur les archives de Guelma avec une très grande liberté. Par contre, j'ai demandé de consulter les registres d'hypothèques. Ce qui m'intéressait, c'était les mutations foncières entre les Européens et les Français musulmans. Musulmans comme M. Nouchi, je n'ai pas eu une réponse positive du Wali. Bon, vous voyez, donc les choses dépendent. Mais alors après, il y a bien sûr, mes sources sont aussi des témoignages. Mais là encore, il faut, vous savez, s'affranchir des canaux officiels, s'affranchir de la fondation du 8 mai 45. C'est difficile. Mais il faut partir à la pêche aux témoins, tout simplement en allant au café à Guelma. C'est le meilleur moyen de rencontrer des gens. Oui, je vais au café à Guelma. Alors, en ce qui me concerne, j'ai entrepris un travail sur le 20 août 55. Ce travail se situe, j'en suis au début. J'en suis au début de ce travail. Pour l'instant, je rassemble des témoignages, je rassemble des archives privées et je dispose des archives que j'avais trouvées donc, à l'ouverture des archives en 1992 à Vincennes. Ce que j'ai voulu montrer, c'est plutôt m'inscrire dans la problématique du colloque et m'attacher aux représentations, c'est-à-dire plutôt que d'établir les faits. J'ai essayé de retourner la question et de voir comment les stéréotypes que j'ai rencontrés dans les entretiens, que j'ai rencontrés dans certains écrits, comment ces stéréotypes pouvaient être révéler de choses sur les façons de penser et comment ces stéréotypes pouvaient être infirmés par les informations que contiennent les archives, les entretiens et toutes les publications. C'est-à-dire que pour moi, dans mon optique, tout document, quel qu'il soit, est un récit.
qui comporte un discours et qui comporte des informations. J'estime que le travail de l'historien, c'est de démêler ou d'essayer de démêler entre les autres. On n'y arrive jamais entièrement parce que celui-même qui fait des recherches est le résultat d'une culture, d'une façon de voir, et lui-même trimballe des stéréotypes. Et si on est soi-même critique par rapport à soi, on s'en aperçoit quand on travaille. Donc, c'est tout ceci que j'ai voulu évoquer, et surtout ces questions que la mémoire pose à l'histoire et que l'histoire pose aux mémoires. Parce que j'ai vu des interférences dans les entretiens, je n'ai pas eu le temps d'en parler, qui sont très importantes. Par exemple, une de mes interlocutrices, qui est une intellectuelle, qui était à Philippeville en 1955, qui a donc vu l'émeute, parce qu'elle était dans la rue et qu'elle a pu rentrer dans sa maison. Eh bien, cette interlocutrice, c'est elle qui m'a aiguillée sur les sites internet des Pieds Noirs. Et en même temps, j'ai retrouvé dans son entretien des éléments de ces sites internet qu'elle me présentait comme étant sa propre mémoire et qu'elle appuyait en disant, d'ailleurs Benjamin Stora, lui aussi, note qu'il y a 50 morts à El Alia. Alors bon, voyez, non, mais Benjamin Stora n'a jamais dit qu'il y avait 50 morts à El Alia. Il ne l'a jamais dit. Il a dit le chiffre exact des 35 morts. Mais voyez, elle a eu besoin de faire référence à l'histoire pour appuyer son argumentation. Et moi-même, en lisant des récits historiques qui dataient, comme je vous l'ai dit, jusque dans les années 1992, en lisant également des publications comme celle du 30e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, j'ai été sensible à tous ces stéréotypes et je me souviens en particulier de ces masses musulmanes fanatisées. Ça revenait constamment. Donc, voyez, et dans le récit de mes... je vais peut-être en profiter pour développer un peu ce que je n'ai pas pu développer dans l'exposé. Dans le récit de mes interviewés, on les retrouve, ces masses musulmanes fanatisées. Non pas dans l'expression, ils n'utilisent pas l'expression, parce que cette expression n'est plus de mise actuellement. Il faudrait qu'il y ait un gros dérapage pour que ça sorte. Mais en disant, par exemple, que... et oui, l'imam a appelé à la prière, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tout a démarré. Alors, bien sûr, je suis passée très vite à Philippeville. Il y a eu la sirène. Il y a eu ensuite le muezzin qui a appelé à la prière, et à ce moment-là, la foule du soulèvement a déferlé dans les rues. Mais voyez, l'attribuer à mettre en relation le déferlement avec le muezzin qui appelle à la prière, ça fait vite référence à ces masses musulmanes fanatisées. Cette même jeune femme me disait aussi que le 20 août 1955 était la fête de l'Aïd el-Kébir. Or, je n'ai trouvé nulle part ailleurs de mention d'Aïd el-Kébir pour cette date du 20 août 1955. Oui, c'est facile à contrôler, mais je pense quand même que si ça avait eu lieu le jour de l'Aïd el-Kébir, on le saurait. Bon, il faut effectivement contrôler. Je n'ai pas contrôlé. Mais vous voyez, ça fait tout de suite référence au sacrifice d'Abraham. D'ailleurs, elle explique machin et tout le reste, quoi. Le monsieur qui est au premier rang. Alors, voilà, je suis au centre d'un tas de questionnements. Ce n'est que le début de ce questionnement que je vous ai livré. Et forcément, c'est encore un très grand... C'est un chantier, non seulement au sens propre du terme, mais au sens second, c'est-à-dire un bazar. Très rapidement. Le problème veut demander la parole depuis un quart d'heure. Allez-y, allez-y. Et à propos des sites Pieds Noirs, je voudrais quand même vous orienter vers un site Pieds Noirs qui
Constantine. Bien, merci. Il y en a beaucoup, des sites pieds noirs, il y en a plusieurs centaines. Bien. Oui. Allez-y, monsieur. Ouais. Les participants aux événements à Constantine. À Constantine. J'ai peu de documents sur Constantine, je vous remercie. À Constantine, il était absolument clair que Giroud Youssef avait pour intention de relancer le mouvement. Parce qu'il trouvait que ce mouvement s'était assoupi. Et par conséquent, toute sa stratégie, c'était d'essayer de relancer une fracture dans l'opinion publique pour relancer le mouvement, parce qu'il sentait qu'il commençait à être en perte de vitesse. Bon, donc ce site Pieds Noirs, vous pouvez le consulter, vous verrez, vous avez un point de vue objectif d'un universitaire constantinois qui puise aux sources mêmes de l'événement, puisqu'il puise au récit de gens qui ont participé à ces événements. Bon. En ce qui concerne Philippeville, la preuve que, justement, le mouvement avait besoin d'être lancé, c'est que personnellement, j'habitais Constantine et j'avais l'habitude d'aller en week-end pour me baigner à Philippeville, c'était la plage, etc. Donc, rien à craindre, on y va comme d'habitude. Sur le coup de midi, ma foi, des coups de feu éclatent. Moi, j'étais dans la ville, disons, arabe, parce que j'avais l'habitude d'aller là, et des coups de feu éclatent entre la ville arabe et la ville européenne. Bon. Surprise totale, et, ma foi, je me suis réfugié comme j'ai pu dans une maison arabe, où on m'a dit, reste là, tranquille, quand ça sera passé, on verra. Et quand je suis sorti le soir, ma foi, à la limite de la ville arabe et de la ville européenne, il y avait 30 bonhommes couchés sur le trottoir, en tenue de paysans, en fait. Quelques-uns avaient des cartouches de fusils de chasse qui sortaient de leur poche. Voilà. Première répression. Deuxième répression, pour rentrer à Constantine, il fallait reprendre le train. Mais le train était arrêté. On ne savait pas trop pourquoi. Mais bon, il ne fonctionnait plus. Et quand, 2 jours après, le train a fonctionné à nouveau, certes, il n'y avait plus beaucoup de poteaux téléphoniques de part et d'autre de la voie en place. Ils avaient été sciés. Et les communications étaient à ce moment-là par fil électrique. Mais par contre, aussi loin que la vue que le regard pouvait porter, il n'y avait plus une mechta debout. Aussi loin que ça pouvait porter. Tout avait été brûlé, détruit, alors massacré, j'en sais rien, j'étais dans le train. Il est certain que la répression a été terrible. Mais cette répression terrible, finalement, quand on la rapproche de l'article qui fait part des buts poursuivis par Giroud Youssef, il avait gagné. Il avait gagné la guerre psychologique. Cette guerre psychologique que nos dirigeants français n'ont jamais intégrée dans leur raisonnement. Si bien que personnellement, au mois de septembre, j'ai pris le bateau pour continuer mes études en France. Parce que je savais d'ores et déjà que la décolonisation était en marche, qu'elle était inéluctable. Elle était inéluctable pourquoi? Premièrement, parce que sur le plan international, partout on décolonisait. On l'avait fait en Tunisie, on l'avait fait habilement, on l'avait fait intelligemment en Tunisie. Excusez-moi. Oui. Si vous le voulez bien, je prendrai vos références et je viendrai vous interviewer. Mais en gros, je ne suis pas absolument contre tout ce que vous dites. Je suis très attentive. Voilà. D'accord. Mais c'est pas le lieu ici de... Je suis très